l'intelligence artificielle va tout remplacer, va balayer ce que l'humain peut ou est capable de faire. On n'a pas aujourd'hui de balises de même type pour les enseignants. Ça n'existe pas. L'enseignement supérieur, l'école vit encore comme si on était en 1960. Smartphone en classe demain, un vrai outil ou une distraction? Vrai outil. L'IA, je dirais que c'est pas nouveau pour nous. Bonsoir et bienvenue dans Les Voix de l'IA, le podcast qui décrypte pour vous l'univers de l'intelligence artificielle avec des experts. Moi c'est Aurélien, je serai encore votre hôte ce soir. Et ce soir justement, on a l'honneur de recevoir Bruno Delièvre, professeur ordinaire à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'université de Mons. Professeur Delièvre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de passer à l'interview, je voulais un petit peu vous présenter. Au-delà de son rôle en tant que professeur ordinaire, Bruno Delièvre est également chef du service d'ingénierie pédagogique et numérique éducatif. Conseiller du recteur aux stratégies numériques pour l'enseignement, il accompagne depuis des années la transformation digitale du monde académique, du pacte d'excellence à la stratégie numérique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, rien que ça. Chercheur reconnu avec plus de 1500 citations scientifiques à votre actif, vous vous intéressez depuis longtemps à la manière dont les technologies, et aujourd'hui l'intelligence artificielle, peut enrichir l'apprentissage sans déshumaniser la pédagogie. Bref, vous êtes un expert pour qui l'IA n'est pas seulement une question de technologie, mais de formation, d'équité et de sens. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette présentation ? Ah non, je crois qu'elle est parfaite. Je crois que l'important aujourd'hui, c'est de se dire que la technologie n'est pas tout, et surtout dans le monde de l'éducation, et que l'humain a bien sa place malgré tout ce qu'on peut entendre. Un bon début de discours en tout cas. Avant de passer à l'IA et aux questions qui nous intéressent aujourd'hui, j'aimerais revenir à la base. En quelques mots, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé au numérique à vos débuts? Et surtout, comment est-ce qu'on finit chef d'un service universitaire? C'est une longue histoire, mais je vais être court. D'abord, moi je suis instituteur primaire de formation et j'ai voulu suivre une formation complémentaire qu'on offrait qu'à Mons à l'époque, à l'université de Mons. Moi je viens de Bruxelles en fait. Et là, j'ai côtoyé des enseignants qui ont mis en avant cette dimension du numérique, enfin de l'informatique à l'époque, en éducation, des TIC, des technologies d'information et la communication. Et voilà, je m'y suis plongé et j'ai trouvé ça passionnant. J'ai fait un mémoire où j'ai programmé pour des enfants de primaire, où j'ai expérimenté ce que ça avait comme effet. Et puis, j'ai un jour été contacté pour pouvoir travailler dans un service de recherche dans lequel j'avais fait mon mémoire aussi. Et puis, petit à petit, les choses se faisant naturellement, en fait, j'ai gravi les échelons, si on peut dire, l'assistant, enseignant, et puis professeur. Et donc, oui, à un moment donné, on prend d'autres responsabilités. Et donc là, j'ai une équipe d'à peu près 12 personnes maintenant. Avant, c'était moi qui faisais partie de l'équipe, on va dire. Maintenant, c'est moi qui ai une équipe qui est super et avec qui je travaille vraiment de façon très efficace, il me semble. Génial. Et je vais revenir sur un point aussi particulier, parce que quand j'étudiais un petit peu votre parcours pour préparer cette interview, je voyais vraiment que votre carrière se construisait sur deux mondes qui pouvaient me paraître un peu opposés. D'un côté, la pédagogie et de l'autre côté, l'aspect technologique. Comment est-ce que, d'après vous, on trouve l'équilibre entre ces deux univers ? Je crois que c'est l'univers du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, sans doute qu'à l'époque où je m'y suis intéressé, la question de l'informatique n'était pas aussi répandue, même si on commençait à avoir de l'informatique au niveau domestique. Et la question s'est posée de comment ça peut devenir un outil pour aider les élèves à apprendre. Et donc, comment les enseignants doivent en prendre possession quelque part pour pouvoir en faire un outil qui soit efficace. Et donc, cette démarche-là, au départ, elle était très modeste, on va dire, parce que à nos tout débuts, on avait une dizaine d'étudiants. Là, maintenant, on en a 70, 80 par an. Donc, en fait, l'évolution de la société fait aussi que plus de numérique fait qu'on a plus d'étudiants qui s'y intéressent. Et donc, la question se pose de façon plus large. Et voilà, c'est cette mouvance, mais pour moi, qui est celle de la société. Donc, quelque part, c'était une niche à une époque. Et puis maintenant, ça devient quelque chose de plus commun. On le voit d'ailleurs avec tous les sujets qui sont traités par rapport à cette thématique technologique. Mais, de nouveau, la technologie, moi, j'ai toujours fait de la pédagogie et la technologie, même si c'est quelque chose qui me caractérise à l'extérieur, pour moi, c'est pas le fondement de ce que je suis. Ce n'est qu'un outil que je me suis approprié parce que je suis pas du tout informaticien, même si j'ai appris à programmer, faire plein de choses. Mais
au départ, c'est pas ma formation du tout. C'est vraiment comment on l'utilise dans un contexte qui est celui de l'enseignement et de l'apprentissage. Et vous aimez vous intéresser à ça? Vous aimez explorer un peu ce qui s'y Oui, passe? bien sûr. Voilà. Oui, Il y a quelque chose de passionnel, quoi. Mais je dirais que l'origine qui a fait que je m'y suis intéressé, c'est quand j'étais à l'école normale, donc en formation des enseignants. J'ai un enseignant qui, en dehors des cours, nous a amené des ordinateurs et nous a appris à concevoir des programmes dans lesquels on pose une question à un élève fictif et l'ordinateur répond, enfin, on programme ce qu'il répond en fonction de la... On a fait ça, c'était dans les années 80. Je veux dire, c'était vraiment pas commun. Et là, je me suis dit, on peut faire tourner une machine qui pose une question à un élève et selon la réponse, il réagit en fonction de ce que moi j'ai programmé. Ah, j'ai trouvé ça magique, en fait. Mais bon, c'est nous qui le faisions. Et donc, il y avait aussi cet intérêt-là de comment on crée ça. Et ça, je trouvais que c'était, voilà, oui, un challenge, en fait. Génial. Et en plus, on arrive maintenant à l'extension XXL avec l'intelligence artificielle de ce genre de technique. Je vous propose de plonger du coup dans le sujet de l'intelligence artificielle qui nous occupe dans les voies liées aujourd'hui. Avec votre regard de professeur et de chercheur, qu'est-ce que pour vous l'IA représente aujourd'hui? Alors d'abord, l'IA, je dirais que c'est pas nouveau pour nous. C'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. Et d'ailleurs, c'est pas de nouveau pour mettre en avant ce que j'ai fait, mais on a traité la question de l'IA dans des articles de recherche depuis avant ChatGPT. Je dirais comme dans la société, l'intelligence artificielle, de nouveau dont je ne suis pas spécialiste au niveau technique, mais à laquelle je me suis intéressé, on s'y est intéressé du point de vue pédagogique. Et évidemment, comme dans la société, ChatGPT, l'intelligence artificielle, a fait que tout le monde a eu accès, et donc quelque chose qui était invisible ou peu visible est devenu la voix et la parole de à peu près tout le monde et le sujet de discussion de toute une série d'intervenants. Et donc évidemment, ça a pris une toute autre ampleur parce que ça a pris aussi une autre ampleur dans la société. Mais l'intelligence artificielle, d'abord, ce sont des algorithmes, et ça, les algorithmes, dans tous les dispositifs informatiques, ils sont présents. Sauf qu'ici, on a une intelligence artificielle particulière à laquelle on peut parler, qui nous répond. Et donc, il y a vraiment un autre mode de communication qui s'est installé avec ces outils, parce que ça reste des outils. Mais ça pose plein de questions, tant du point de vue pédagogique, mais aussi du point de vue éthique, du point de vue de la société, du point de vue psychologique. Comment on réagit à ça, comment on se comporte vis-à-vis de tels outils, parce que, de nouveau, comme je le dis, ça reste des outils. Et évidemment, pour certains, c'est une découverte, donc on peut imaginer que ça leur fasse peur, mais en fait, cette question de la peur, elle est en partie fondée, mais pas non plus complètement, parce que comme tout, il y a des bénéfices et des inconvénients, et donc c'est là-dessus qu'il faut rassurer, travailler, former. Donc j'imagine là-dessus qu'on va venir aussi tout à l'heure. Oui, tout à fait. D'après vous, on vous avait mentionné plusieurs fois, notamment ChatGPT, qui a un peu révolutionné on va dire, la communication de l'intelligence artificielle pour le grand public et son arrivée massive, on peut le dire maintenant. Est-ce que, d'après vous, professeur, l'arrivée d'outils comme ChatGPT représente plutôt un tournant pédagogique ou juste un nouvel outil technologique comme il y en a eu plein finalement dans votre carrière? Un peu les deux, c'est-à-dire que c'est en continuité. Je le dis à mes étudiants et je le répéterai sûrement ici, moi j'ai pas beaucoup de messages à délivrer, j'en ai 2 ou 3. Et en fait, ce sont toujours les mêmes. Simplement, à chaque nouvelle technologie qui évolue, on a l'impression qu'on doit redécouvrir ces messages et les réaffirmer pour que, par exemple, c'est la pédagogie avant la technologie, c'est la complémentarité de l'humain et de la machine. Enfin, alors c'est très bateau, on va dire, mais pour certains, il y a cette impression que le numérique ou l'intelligence artificielle va tout remplacer, va balayer ce que l'humain peut ou est capable de faire. Et en fait, non, pas du tout. Et ça reste une problématique qui est identique pour moi à ce qu'on faisait précédemment, mais aujourd'hui, il faut quand même bien mettre en avant que il y a eu un tel taux d'adoption tellement rapidement que, en fait, la caisse de résonance, elle est beaucoup plus importante. Et donc, forcément, ça fait plus de bruit. Et donc, on doit plus répondre à des questions qui se posent par plus de gens. Mais la problématique fondamentale, alors, je dirais, elle est en continuité, c'est ce que je voulais dire au départ. Mais il y a malgré tout des choses qui changent parce que, en termes d'accès au savoir,
en termes de euh, euh, créativité. Enfin, voilà, on a toute une série de questions qui se posent, mais comme elles peuvent se poser avec tous les outils, sauf qu'ici, c'est quand même un outil très particulier avec lequel on converse. Et donc ça change quand même un peu la donne. Donc je dirais en même temps c'est en continuité, mais il y a quand même ici une dimension supplémentaire à laquelle il faut être attentif, c'est celle de cette conversation que l'on mène avec des dérives et pas de dérives. Hein, mais Intéressant. Donc, d'après vous, finalement, c'est plus la forme qu'a pris l'intelligence artificielle plus que le fond qui a influencé en fait son image oui. Et toutes ces questions autour de son humanité quasiment. Oui, bien sûr, mais bien sûr, parce que ça change le rapport à la machine. Le rapport à la machine, avant, il était globalement dominé par l'humain. Ici, on se pose un peu la question de qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous fait dire, vers quel chemin est-ce qu'elle nous emmène, alors qu'avant, en gros, on avait plus le contrôle. Là, on a un peu moins le contrôle. Et ça, évidemment, ça pose des vraies questions, en fait, parce que de toute façon, c'est des machines aussi qui sont opaques. On voit pas ce qui se passe à l'intérieur de la machine, ou très difficilement. Et même pour les spécialistes, on peut aussi y revenir. Et ça, évidemment, c'est perturbant, et ça pose des vraies questions qu'on doit se poser au niveau éducatif, mais aussi au niveau technique et citoyen, bien sûr. Vous avez parlé d'éducation du côté éducatif. J'ai une petite question que je me posais, moi qui, il y a quelques années, était encore élève. Je me disais, professeur, quand une IA peut produire maintenant un texte parfait, on peut quasiment parler d'un texte parfait, en fonction évidemment du prompt et de tout ce qu'on fait avant pour préparer l'intelligence artificielle à rédiger ça. Comment est-ce qu'on redonne de la valeur à l'humain et même à l'erreur qu'un humain peut faire en écrivant? Comment est-ce qu'on redonne de la valeur et du sens derrière ça? D'abord, la question du texte qui est produit par la machine que l'élève utilise tel quel, pour moi, elle n'a pas beaucoup de sens, parce que d'abord, elle est très normée, très standardisée. Enfin, on reconnaît, alors, pas complètement. Pour le moment, en tout cas. Mais on reconnaît, en tout cas, il y a un style, et en tout cas, quand moi j'utilise l'intelligence artificielle pour écrire, je suis pas pleinement satisfait de la manière dont c'est écrit, même si c'est bien écrit. Parce que c'est pas ma manière d'exprimer les choses. Et donc, bien sûr qu'il y a des idées que je prends, bien sûr qu'il y a des formulations qui me plaisent, mais à côté de ça, je reformule moi, et donc, c'est un brouillon amélioré. C'est-à-dire, on a quelque chose qui nous aide dans un premier temps, mais il faut se le réapproprier. Et ça, c'est évidemment l'essentiel à dire aux élèves, c'est pas de ne pas l'utiliser, non, c'est de l'utiliser d'une manière qui est intelligente. Ça veut dire, on peut se faire aider, comme on peut se faire aider par ses parents. Hein. Avant, pour écrire un texte, on était à la maison. Même la correction orthographique. Tout le monde le dit. Enfin, voilà, les parents étaient là aussi pour aider, en fonction de leurs moyens et de leur disponibilité. Mais une fois qu'on a qu'on a bénéficié de ce texte, dans quelle mesure est-ce qu'on est capable d'expliquer ce qu'il y a dans ce texte? Dans quelle mesure on peut justifier les articulations qu'on a mises dans ce texte, les idées principales? Est-ce qu'on est capable de les présenter au-delà du texte en tant que tel? Donc le texte écrit, très bien. Et moi, je dirais, je suis très content d'avoir des bons textes maintenant par rapport à ce qu'on pouvait voir avant. Mais fondamentalement, est-ce que ce qui est dit est vrai? Est-ce que ce qui est dit est compris? Et donc, la part de l'humain là-dedans, elle est d'une part dans la manière dont on s'approprie en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, ce qui est produit par l'IA et comment est-ce qu'on le réaménage, et puis comment est-ce qu'on le présente à ses enseignants, et comment l'enseignant va questionner l'étudiant sur est-ce qu'il assume tout ce qu'il a écrit? Est-ce qu'il est capable? Enfin, c'est la question de la responsabilité. Utiliser une IA, oui, mais on est responsable de ce qu'on produit avec l'IA. Et donc, il faut que tout le monde garde en tête cette question de « je suis responsable de mon texte » et si quelque part il y a une coquille, il y a un bug, il y a une hallucination, eh bien, en fait, c'est ma responsabilité de l'avoir laissé. Donc... D'où l'importance aussi que les professeurs soient conscients de ce contexte-là. C'est vrai que ma femme est professeure en secondaire et je me suis toujours fait la réflexion qu'autour d'elle, certains professeurs ont limite encore un peu de difficulté à utiliser une adresse mail et on se dit qu'il y a quand même dans l'éducation de manière générale, sans la critiquer, hein, mais dans l'éducation, il y a aussi une ancienne génération qui a peut-être du mal avec ces nouvelles technologies et j'ai l'impression qu'il y a quand même un énorme gap qu'il va falloir combler si on veut rendre des professeurs et cette ouverture d'aller chercher la bonne question pour comprendre si l'élève a compris. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, je peux utiliser l'IA pour
pour m'aider à exprimer une phrase. Mais un peu comme vous le disiez, souvent j'écris à ma manière, puis je vais lui demander cette phrase-là, j'aime pas, ou alors j'ai pas été assez synthétique, je vais lui demander un petit coup de main, mais ça reste mon idée et je m'en assure. Mais c'est vrai que le Aurélien d'il y a 10 ans qui était en secondaire, je suis pas certain qu'il aurait fait cette démarche si en tout cas on l'avait pas encadré à la faire. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a quand même un vrai danger aussi derrière ça, quoi. Oui. Mais je dirais par rapport à ça que ce qui est essentiel justement, c'est pour des enseignants qui doivent se l'approprier, de bénéficier de ces formations. Mais si on doit parler de ça, je dirais d'abord vous avez évoqué la question de l'âge. Alors, je suis pas très jeune, mais voilà. Je pense pas que ce soit qu'une question d'âge. Je pense que c'est vraiment une question de formation. Et je vais embrayer déjà sur ce sujet-là. Si aujourd'hui, on a des référentiels de compétences relatives au développement du numérique chez les enfants de 3 à 15 ans, parce que ça a été un des effets du pacte de programme d'enseignement d'excellence, on n'a pas aujourd'hui de balises de même type pour les enseignants. Ça n'existe pas. Et donc, c'est pas étonnant que les enseignants ne soient pas tous formés au même niveau. Parce que ceux que ça intéresse, ils vont s'y former spontanément. Et depuis maintenant déjà bien longtemps, il y en a beaucoup qui s'y sont formés. Mais avec la manière dont se répand cette technologie, c'est clair qu'aujourd'hui, si on demande aux élèves d'être formés, de développer des compétences, qu'est-ce qu'on demande aux enseignants, eux, de développer comme compétences? Et ça, si on ne l'écrit pas, eh bien, en fait, il y a un vrai problème de gap entre la formation des enseignants et ceux qui le veulent bien, et puis ceux qui n'y vont pas parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas envie. Enfin, voilà. Mais je ne crois pas en la mauvaise foi des enseignants, hein. C'est juste une question de circonstances. Et donc, je pense que un référentiel, c'est là justement pour guider le minimum commun que tout le monde devrait avoir. Et s'il n'y a pas ça, c'est profondément inéquitable. Parce que, en fait, les élèves doivent se former, mais les enseignants ne sont pas tous formés de la même manière. Donc, les enseignants ne vont pas former de la même manière. Et donc, les enfants qui n'ont pas des enseignants qui sont formés, c'est ça. En fait, vont être formés de façon moins importante, moins présente que ceux qui se sont formés ou qui ont été formés. Et donc, il y a vraiment une grande question d'équité dans l'enseignement pour les élèves que ce référentiel doit pouvoir combler à un moment ou l'autre. Et il va sans doute, j'espère, bien sûr, arriver. J'allais justement vous demander, je m'étais noté de vous demander, parce que vous le disiez dans une interview par rapport à ce référentiel qui n'existait pas encore. Je comprends qu'il n'existe toujours pas ici en fin 2025. Petite question, mais qu'est-ce que c'est en fait finalement un référentiel de compétences numériques ? Ce sont des balises en fait, c'est-à-dire qu'on définit des attendus. Par exemple, pour le référentiel des compétences numériques des élèves, de 3 à 15 ans, on définit qu'est-ce qu'un élève doit savoir en 3e maternelle, en 1re primaire, en 2e primaire, et on définit par rapport à toute une série de catégories, par exemple la production avec des outils numériques, par exemple la réflexion critique au sujet des outils numériques, par rapport à la question de la collaboration avec des outils numériques. Enfin, la conscience de ce que c'est qu'un navigateur par rapport à un réseau social. Donc il y a du vocabulaire, mais il y a aussi du développement de l'esprit critique, il y a aussi du développement technique. Alors, c'est pas nécessairement poussé et on ne veut pas faire des élèves des informaticiens en soi. Mais d'ailleurs, la question de la critique, c'est pas du tout une question informatique, c'est une question de bon sens et de vivre dans notre société avec ces objets-là. Et donc là, il y a des référentiels qui sont européens, qui ont balisé et qui ont permis de développer les référentiels que nous avons développés en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, ce sont des balises qui après servent à faire les programmes. Et puis après, ces programmes sont mis en application dans les écoles. Donc le référentiel, c'est vraiment le guideline, en fait. Et à partir de là, tous les pouvoirs organisateurs s'inspirent de ce référentiel qui est la loi, en fait. Et une fois que ce référentiel existe, les pouvoirs organisateurs traduisent ça en programme. Et donc, le programme que l'enseignant doit respecter, il fait le lien avec ce référentiel. Parce que, au niveau des programmes, on définit aussi des méthodes, et donc les PO peuvent définir comment cet objet-là va être étudié, comment il va être... Voilà, ils peuvent donner des ampleurs différentes à une thématique plus qu'à une autre, par exemple. Mais tous les objets du programme doivent être vus, donc tout le référentiel doit être parcouru à un moment donné, et c'est balisé pour chacun des âges auxquels les élèves doivent manifester qu'ils ont acquis ces compétences ou pas. C'est vraiment, comme on dirait, finalement,
en mathématiques en telle année, il faut savoir Exactement. faire des équations. Exactement, c'est très un rigide, référentiel comme qui visée. n'existait Ok, d'accord. pas. Il y a un référentiel en maths, en français, etc., en sciences. Oui, donc c'est pas là depuis très longtemps en fait. Du coup, Ah, celui-là, non, il existe depuis 2016 et il est mis en Oui, œuvre d'accord. depuis Ouais. 2020. Ah, non, on a réfléchi en 2016 et en fait, il est mis en place depuis 2023. Donc, ça fait quelques années en fait qu'il commence à être répandu parce que dans le cadre du pacte, c'est progressif la mise en œuvre des référentiels et donc là, il va arriver, je pense, fin du primaire, début du secondaire. Ok, j'aimerais maintenant vous poser quelques questions en lien avec un podcast auquel vous avez participé, un podcast des échos numériques qui est produit par le Digital Lab, pour les citer nos confrères, qu'on salue dans l'épisode Tricher, créer ou apprendre ce que l'IA change à l'éducation. Vous avez participé à ce podcast, il y avait d'autres intervenants et je vais revenir sur quelques petits points qui ont été dits parce que ça m'intéressait, je voulais un petit peu aller plus loin et un peu creuser avec vous. Vous avez dit notamment, pour vous citer, si les outils peuvent mettre en œuvre des principes pédagogiques efficaces, ils sont les bienvenus parce que c'est une fonction que l'enseignant peut et doit supporter. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui. Alors, la question, c'est celle de l'efficacité. Certains disent, est-ce que le numérique est efficace? Est-ce que l'informatique est efficace? Est-ce que l'IA est efficace? Qu'est-ce que ça veut dire efficace? Je veux dire, en soi, l'IA n'est pas efficace. En soi, une table n'est pas efficace. C'est la fonction que l'on lui attribue, qu'on va lui faire jouer, qui va permettre de développer cette efficacité. Donc, l'efficacité, elle est liée à la tâche que l'on réalise avec cet outil. Qu'est-ce qu'on fait faire avec l'IA aux élèves? Si on les met devant un ordinateur et on dit voilà, discute avec l'intelligence artificielle et ChatGPT ou un autre, qu'est-ce qu'il apprend? Par contre, si l'enseignant lui dit écoute, là, ce que je voudrais, c'est que ChatGPT puisse te répondre en anglais au texte en anglais que tu vas, toi, produire. Et il va te corriger les erreurs que tu vas formuler par écrit. Et là, ChatGPT va prendre un autre rôle, qui est celui de l'accompagnant de l'élève dans un processus pédagogique. Et donc là, il y a une tâche qui est attribuée à l'IA et à l'élève avec cette IA et qui remplit une fonction pédagogique. Et donc, ce que moi, j'essaye de dire dans différentes conférences ou cours que je donne, c'est que, en fait, il y a des auteurs qui ont documenté ces principes pédagogiques qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres. Par exemple, donner du feedback sur un travail d'étudiant, ça marche à telle condition. Si le délai entre la réponse donnée par l'élève et le prof est très courte, si le feedback est informatif et qu'il ne donne pas la réponse, c'est-à-dire qu'il oriente vers une bonne réponse si une mauvaise réponse a été donnée, etc. Donc il y a toute une série de principes qui sont bien connus comme étant efficaces. Et donc la question que l'enseignant doit se poser, c'est est-ce que l'IA peut jouer ce rôle-là? Est-ce que l'IA peut remplir ce rôle de feedback qui va être immédiat? Bien, on propose à l'élève de résoudre un certain nombre de questions qu'on peut formuler aussi grâce à l'intelligence artificielle. La réponse va être immédiate de la part de l'IA et individualisée. Et donc on se retrouve là devant un dispositif pédagogique qui est efficace parce que le feedback est efficace, mais en fait qui utilise l'IA peut-être pour que tous les élèves de la classe bénéficient d'une formation, d'un temps personnalisé par rapport à ces exercices, plutôt que de le faire sur papier, et puis l'enseignant va devoir passer, et ça va lui prendre un temps important de corriger en fonction du nombre d'élèves qu'il a. Et donc ça facilite la vie de l'enseignant, d'une certaine manière, parce que, quelque part, des fonctions pédagogiques qu'il doit lui mettre en œuvre, parce que c'est lui qui va décider dans sa classe, je voudrais que l'IA m'aide à formuler des feedbacks pour tel type d'exercice. Et donc, c'est lui qui reste le maître à bord. Et l'IA est son assistant qui va faire le travail, on va dire, plus rapidement que si lui devait le faire tout seul, ou bien s'il avait la chance d'avoir un tuteur par élève qui soit humain. Alors, après, la question qu'on peut poser par la suite, c'est de se dire, oui, mais une fois qu'il a donné le feedback, et si l'élève a toujours pas compris, qu'est-ce qui se passe? C'est là que l'enseignant intervient. C'est-à-dire que la part de l'humain, elle va intervenir dans la subtilité, dans la finesse. Si l'élève est toujours en difficulté, s'il a besoin d'une explication supplémentaire, différente de ce qui peut être fourni, eh bien là, l'humain va intervenir et l'enseignant va jouer son rôle. Et donc, moi, ce que je dis aussi dans ce contexte-là, c'est que ça permet à l'enseignant d'être plus disponible pour les élèves qui en ont le plus besoin. Ceux qui peuvent travailler seuls et avancer seuls travaillent avec la machine.
Et il faut pas faire que ça non plus, mais pendant un temps. Et puis ceux qui ont des difficultés, en fait, l'enseignant peut s'en occuper. Et puis après, ils peuvent éventuellement retourner à la machine. Et de nouveau, ce sont pendant des moments dans les cours, c'est-à-dire j'ai pas du tout l'illusion ou le fantasme d'une école où tout soit informatisé et tous les cours se fassent de cette manière-là. Non, c'est un temps d'exercice pour lequel on a besoin d'un feedback immédiat. Et ça, c'est un exemple. Après, je pourrais en donner d'autres sur d'autres pratiques pédagogiques, mais je pense qu'il est assez illustratif de l'apport que l'IA peut avoir. Et donc, ce que l'IA fait, ce que l'enseignant fait avec l'IA, c'est mettre en œuvre des principes pédagogiques que l'enseignant sait qui sont efficaces et en tout cas que la recherche documente comme étant efficaces. Et ça, on peut le décliner quels que soient les outils. Je veux dire, aller dans un dictionnaire, on peut lire le dictionnaire comme ça, mais si on recherche dans le dictionnaire l'étymologie d'un mot, enfin voilà, qu'est-ce que l'enseignant donne comme tâche à faire avec le dictionnaire? Et donc l'enseignant reste maître à bord sur la tâche qu'il assigne à l'élève avec un outil particulier, le dictionnaire, le numérique, l'intelligence artificielle, voilà, donc plein de choses. Et c'est vrai que sur ces sujets-là, ce qui est intéressant, j'en discutais avec des proches en me disant, mais j'avais aussi un peu peut-être l'illusion de me dire, mais si ça se trouve, ça peut remplacer, si c'est bien codé, c'est bien réfléchi, quasiment un professeur quasiment de A à Z. Et puis on me faisait une réflexion intéressante que je vais vous partager en me disant que c'est vrai, il y a encore une fois, il y a une dizaine d'années, quand j'avais 18 ans, par là-bas, peut-être encore un petit peu plus jeune, c'est vrai que par exemple, si on ne m'avait pas forcé à apprendre la Première Guerre mondiale, peut-être que ça ne m'aurait pas intéressé à 15 ans de savoir ce qui s'était passé. Et qu'en fait, si on ne travaille aussi qu'avec l'intelligence artificielle, d'une certaine manière, c'est peut-être pas des sujets sur lesquels intuitivement on va poser une question pour avoir une réponse. Et c'est là où on voit aussi en tout cas pour le moment, ça a toujours vraiment une place d'outil et que ça doit venir en plus en fait. Oui, ça doit venir en plus, mais je veux dire, reprenons les cours d'histoire qu'un enseignant peut donner. Alors certains le font très bien, certains le font de façon plus, on va dire, systématique et peut-être moins intéressante parce qu'ils décrivent un certain nombre de faits qui se sont déroulés. Mais aujourd'hui, on peut très bien imaginer qu'une IA soit un des soldats de la guerre 40-45 avec lequel on converse, et l'enseignant a donné un certain nombre de questions à l'élève, à poser à l'IA concernant ce qui s'est passé pendant la guerre et comment les uns et les autres l'ont vécu. Et comment est-ce que, par exemple, on se positionne du côté, je ne sais pas moi, des Alliés, du côté des Allemands, et comment est-ce que chacun peut expliquer son point de vue par rapport à ça. Puis on confronte les élèves à discuter. Et donc, c'est un outil qui leur permet d'aller chercher de l'information. Alors, bien sûr qu'il faut vérifier, qu'il faut nuancer, mais c'est peut-être aussi une manière de motiver les élèves à approcher ces objets-là, et puis d'en discuter. Et bien sûr, c'est après de nouveau à l'enseignant, c'est sa responsabilité de faire le point, de faire la synthèse, de faire les nuances, de mettre ça en perspective. Mais je crois que ça peut être aussi une accroche qui peut peut-être intéresser autrement les élèves. Comme la gamification. Voilà. Mais de nouveau, c'est l'enseignant qui doit la penser, parce que c'est pas parce qu'on se met devant un chatbot qu'il va réagir de la bonne manière. Voilà, qu'il va réagir de la bonne manière, ni qu'il va automatiquement savoir que c'est bien ce sujet-là que vous voudriez traiter. Non, il le sait pas. Il faut lui dire un certain nombre de choses via les prompts et les agents, etc. Pour changer un petit peu de sujet, toujours rester dans le podcast auquel vous aviez participé, vous abordiez la question de la fracture numérique. M'a beaucoup intéressé cette partie-là dans ce podcast et votre intervention aussi, parce que vous disiez que finalement, alors que moi, c'est vrai, dans mon quotidien, j'avais l'impression que l'IA pouvait faciliter l'accès à la connaissance et avait même un côté extrêmement accessible. Et finalement, vous mentionnez quelques points qui ont vraiment attiré mon attention et je voulais qu'on les parcourt. La première des choses, c'est que vous disiez, mais malgré tout, il y a une vraie différence d'efficacité actuellement entre une IA gratuite et payante, ce qui fait déjà une première inégalité. Et puis, vous parliez aussi de culture d'usage dans les familles et dans l'éducation. Du coup, ma question, c'est un peu de vous demander, est-ce que vous pensez vraiment que l'IA va rassembler plus que diviser, ou est-ce que simplement ça va être encore un nouvel outil qui va diviser les classes, diviser les gens? Pour moi, c'est une question politique. Ça veut dire que selon la manière dont on va former les uns et les autres et dont on va donner accès aux outils, ça va permettre peut-être une meilleure démocratisation et donc de réduire cette fracture numérique. Bon. Mais cette fracture, en fait, elle existe dans la société. De quoi sont nourries les intelligences artificielles qui permettent de générer les textes que les chatbots fournissent? Des données qui sont dans la société.
Donc il n'y a pas de secret. En ne faisant rien, c'est un miroir de la société. Et donc, malheureusement, dans la société, il y a des inégalités qui sont persistantes. Alors, il y a plein aussi de biais cognitifs qui sont répliqués par ces intelligences artificielles. Et donc, la question, c'est comment est-ce que, d'une part, on va permettre à ces outils-là de devenir moins biaisés? Et donc là, c'est est-ce qu'on fait confiance à des outils qui sont gérés par des grandes plateformes qui ont des soucis qui sont essentiellement commerciaux et pas autre chose? Ou est-ce qu'on réfléchit à des manières différentes de peut-être développer des outils de ce type-là, mais pour lesquels ce qu'il y a dans l'algorithme nous correspond mieux en termes de valeur? Alors, on va pas dire que c'est facile, etc., mais au moins, s'il y a une réflexion par rapport à ça, eh bien, on va pouvoir dégager ce qu'on appelle des communs, ça veut dire des usages, des produits qui vont correspondre aux valeurs d'une communauté. Et donc, pour ça, il faut que la communauté s'en empare, donc il faut qu'elle s'y intéresse. Il faut aussi qu'elle mette des moyens pour développer quelque chose qui a du sens. Alors c'est pas évident, mais il y a des initiatives qui ont été prises en France avec voilà des outils comme Tournesol, et donc qui sont des gens qui ont développé des espaces dans lesquels il y a un certain nombre de valeurs à respecter, enfin une déontologie quelque part. Donc ça c'est un élément. Après, il y a dans quelle mesure est-ce que ces outils fournissent, enfin est-ce qu'on fournit aux élèves les mêmes outils? Parce que ça, comme évoqué, il y a des outils qui ont plus de puissance, d'autres qui en ont moins. Donc ceux qui ont plus de puissance et donc qui sont payants, eh bien en fait ils offrent plus d'opportunités à ces élèves-là. Qui peut se les payer? C'est les plus nantis. Donc qu'est-ce qu'on fait comme choix à l'école? C'est de dire choisissez l'outil que vous voulez, ou bien on oriente vers un outil le même pour tout le monde. Mais est-ce qu'on va orienter vers les outils gratuits alors qu'on sait qu'ils sont moins pertinents? Et si on oriente vers les outils payants, qui paye? Et donc on est dans un nœud, évidemment, parce qu'on n'a pas la réponse sans doute, et avec les finances d'aujourd'hui au niveau de la fédération, c'est clair qu'ils vont pas. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Il y a des choix à faire, en tout cas à minima, l'école doit sans doute, prendre certains abonnements peut-être, ou bien trouver des solutions gratuites qui conviennent. Ou les mettre à disposition. Et les mettre à disposition, voilà. Aussi, donc ça c'est. Des pièces spécifiques tout à fait. aussi. Voilà, donc ça c'est une chose. Et puis vous parliez des usages. Donc moi je travaille avec des étudiants qui ont entre 18 et 25, 30, parfois plus. Une partie d'entre eux, ils travaillent avec leur téléphone. Je veux dire, est-ce que le support téléphone pour apprendre, aujourd'hui, quand ils doivent découvrir leur cours, est-ce que c'est le meilleur support imaginable? Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas connectés. Ça veut juste dire que peut-être ils n'ont pas les moyens, ils ont déjà un téléphone, et donc ils sont connectés, mais ils n'ont peut-être pas les moyens dans leur famille de se payer autre chose qu'un téléphone, donc une tablette ou un ordinateur en plus. Bon. Et donc cette question-là, elle reste aussi par rapport à ces outils, comment on répond à cette demande-là, à ce besoin-là. Et puis après, dans les familles, on n'a pas tous des usages qui sont éclairés. Ça veut dire qu'il y a des familles qui ont plus conscience qu'il faut être critique, qu'il faut accompagner les élèves, etc. Je vais juste prendre un petit exemple qui date un peu, mais qui éclaire bien la chose. À l'époque où il y avait, entre guillemets, que la télévision, on disait la télévision génère de la violence auprès des enfants, et donc il ne faut pas qu'ils regardent des films violents, etc., parce que ça va en faire des êtres humains violents. Ce que la recherche a montré, c'est que ces enfants qui ne prenaient que la violence dans ces visions de violence, en fait, c'était des enfants qui n'étaient pas accompagnés. Et qu'à partir du moment où il y avait des parents qui étaient autour, des proches qui étaient autour, qui commentaient cette violence, qui l'analysaient avec eux, qui en discutaient, eh bien, ces enfants n'étaient plus laissés à eux-mêmes avec ces images violentes qui pouvaient leur apparaître. Et donc pouvaient les interpréter autrement, pouvaient en discuter, pouvaient être désangoissés par rapport à ça. Et en plus, ces enfants, s'ils étaient seuls devant la télé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils étaient seuls devant la télé, donc ils sont seuls. Et donc voilà, il n'y avait pas d'accompagnement simplement parental ou moins. Et aujourd'hui, c'est la même chose, c'est-à-dire par rapport à l'IA, est-ce qu'on dit à un enfant, voilà, ou une tablette, bah voilà, regarde, fais ce que tu veux? Non. Comment on parle de ça avec ses enfants? Comment on en discute pour savoir ce qu'ils font? Comment on s'intéresse aux jeux qu'ils utilisent et
Et au moins, ça évite qu'il y ait des gaps trop importants dans la compréhension ou dans la critique qu'on devrait pouvoir faire à un moment donné sur ce qu'ils vont y voir et ce qu'ils vont y trouver et la manière dont ils vont le faire aussi. Voilà, je crois que c'est déjà Donc encore un plan. l'importance de la communication. Moi, j'ai été aussi un grand joueur, mais pas aux grandes dames de mes parents. Mais c'est vrai que finalement, les moments les plus sains, c'était quand on en discutait et quand ça passait par une bonne communication en fait entre nous hein, sur qu'est-ce que je voyais. C'était des jeux comme Call of Duty qui étaient des jeux violents. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte aussi de ce qu'on voit jeune. Et c'est important d'encadrer tout ça. Oui, c'est intéressant. C'est encadré, mais c'est surtout... Ce n'est plus caché, donc ça donne de la valeur à tout le monde et il peut y avoir une espèce d'esprit critique qui se développe en famille. Et donc c'est forcément important d'avoir... Parce que souvent, c'est pas tout noir ni tout blanc. Non, mais bien sûr, évidemment. Alors, dernière question avant de passer à d'autres sujets sur l'interview le podcast auquel vous avez participé. Louis Dedisbach, qui est éthicien des technologies, consultant et chroniqueur, a dit une phrase qui m'a vraiment interpellé et je voulais que vous réagissiez. Il a dit, c'est de ne pas former ses étudiants à l'intelligence artificielle qui est une vraie faute morale de l'université. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, pleinement. Je pense que l'absence de formation, c'est ce qui... de nouveau, comme je l'évoquais tout à l'heure, créer les inégalités. Ça veut dire que, je vais reprendre un exemple, celui du New York, je ne sais plus lequel, New York Times, ou bref, un grand journal qui à un moment donné avait fait un de ses gros titres du fait que les grands bons de la Silicon Valley ne menaient pas leurs enfants dans des écoles dans lesquelles il y avait des outils numériques. Mais ces gens-là, ils sont baignés dans le numérique chez eux toute la journée. Et donc, ils n'ont pas besoin d'aller dans des écoles dans lesquelles il y a des outils numériques. Parce que à la maison, parce que leurs parents sont plus qu'au fait de ce que ces outils peuvent apporter, du bénéfice que leurs enfants peuvent en avoir, des dérives aussi. Et donc, si on ne forme pas les enfants qui n'ont pas accès à ça à l'école ou à l'université, eh bien, en fait, on crée une inéquité de base entre ceux qui ont accès parce que la maison leur permet d'y avoir accès et ceux qui, parce qu'ils n'y ont pas accès à la maison, ben en fait, ils n'ont pas non plus accès à l'école. Et donc, à l'université, c'est la même chose. Ceux qui, à la maison, ont des parents qui s'intéressent à ce sujet-là, qui forment leurs enfants, qui leur expliquent comment rédiger des prompts, qui leur expliquent à quoi être attentif. Et puis ceux qui arrivent à l'université et qui ouvrent des yeux en disant Perplexity, ils savent pas. Et c'est pas qu'ils sont négligents, oui, c'est juste que personne ne leur a dit et qu'ils ont plein d'autres choses à faire dans leur vie d'étudiants, mais aussi dans leur vie à côté de cette vie d'étudiant, ou en tout cas dans leur vie de citoyen. Et donc, évidemment qu'il faut fournir un minimum de compétences de base par rapport à ce que ces outils peuvent apporter dans le cadre de leurs études à minima, et en tant que citoyen, en allant un peu plus loin. Et donc, bien sûr que, pour moi, et Louis a tout à fait raison par rapport à ça, oui, c'est une erreur fondamentale pour moi de ne pas assurer un minimum commun de base à tous les étudiants qui, à un moment donné, vont être confrontés avec ces outils parce qu'ils vont envahir leur quotidien. Et ceux qui vont sortir au niveau professionnel après en n'ayant pas du tout entendu parler ou été formés à minima, mais vont se retrouver peut-être dans des sociétés où on va exiger d'eux qu'ils en soient capables. Et peut-être ils ne le seront pas, et donc peut-être ils n'auront pas l'emploi parce qu'ils n'auront pas eu ce minimum de formation. Bon. Il mentionnait l'université, lui, dans sa citation, et vous parliez plutôt d'enseignement global. Vous incluez quel degré vraiment de la primaire à l'université, d'après vous, pour la formation à l'intelligence artificielle, pour la formation à la technologie, finalement ? Oui, mais alors, d'abord, le référentiel des compétences pour les enfants, c'est de 3 à 15 ans. Ça veut dire que pour les enfants de 3 ans, on ne demande pas qu'ils fassent... Mais la première échéance, c'est celle de la fin de la première primaire. Mais ça veut dire que ce n'est pas travailler qu'en première primaire, c'est travailler avant. Et travailler ce que c'est qu'un ordinateur. Un enfant, il doit connaître ce vocabulaire. Et donc, on le commence très tôt. Parce que c'est ça la base. Ça veut dire qu'on l'évalue à la fin de la première primaire. Mais pendant toutes les années du maternel qui précèdent, ça peut être travaillé aussi. Et donc, pour les enfants de 3 à 15 ans, c'est balisé et on définit pour chaque âge ce qui a l'air d'être pertinent par rapport à toutes ces dimensions.
Donc, évidemment qu'à un âge très jeune, on va dire que le développement de ces compétences-là, il va être réduit, il va être plus de la culture générale, il va être plus de l'attention critique qu'on doit avoir par rapport à certains questionnements. Moi, j'ai des petits-enfants qui me posent parfois des questions, du tiens, on a vu ça sur YouTube, est-ce que c'est vrai? Ils posent la question, ils ont 6 ans. Et donc, ils voient ce qui se passe, et donc ils se posent la question. Et donc, c'est normal que cette formation, elle ait lieu même très jeune, mais évidemment, en fonction de l'âge, ça va évoluer d'une façon qui est... On va pas les faire programmer à 6 ans. Par contre, vers 12, 13, 14, 15 ans, comprendre ce que c'est un petit programme, c'est sans doute intéressant. Donc, voilà, c'est ça un référentiel aussi. C'est aussi baliser et développer des compétences qui progressivement vont s'alimenter mutuellement. Et donc, dans ce référentiel, il y a qu'est-ce qu'il faut savoir à tel âge, à tel âge et à tel âge. Et donc, oui, je pense que pour tous les âges, il y a sans doute quelque chose à faire. Et de nouveau, c'est un souci d'équité. Ça veut dire que tous les enfants qui passent par l'école, on sache qu'au moins, ça, ils l'ont entendu. Après, il y a ceux qui ont envie d'aller beaucoup plus loin et de développer des sujets beaucoup plus de manière plus approfondie. Mais quand on voit maintenant aller de manière très pragmatique, très pratico-pratique, quand on voit la difficulté et les difficultés, je vais pas dire la difficulté, les difficultés que l'enseignement traverse, on voit ici la prise de décision sur l'enseignement supérieur en ajoutant le pool d'heures sans forcément augmenter les salaires ni quoi que ce soit, en tout cas en présentiel pour les profs du supérieur. Je me pose toujours cette question de dire mais comment est-ce qu'on va faire? Parce que les élèves... J'ai même envie de dire, pour avoir vécu un petit peu à l'étranger, avoir eu cette chance, que par exemple le sport prend une place très importante dans d'autres pays. Moi, je suis complètement pour ça, notamment sur l'attention. Je me trouvais beaucoup plus attentif en cours avec plus d'heures de sport, enfin plein de choses. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de briques qui doivent venir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être changées. Alors comment est-ce qu'on vient dans cet équilibre déjà compliqué et imparfait? Je pense pas qu'il y ait spécialement de pays parfait ou de formule magique, mais d'après vous, comment on vient dans notre réalité ici en 2025 en Belgique, inclure cet enseignement-là de l'IA, de la technologie, via un cours spécifique, via un professeur formé dans l'école qui devient son référent. Ce serait quoi un peu la formule magique? Alors d'abord, oui, comme vous le dites très bien, il n'y a pas de solution miracle. Elle passe forcément par la formation initiale des enseignants, c'est-à-dire que tous ceux qui sortent devraient être formés à un certain nombre de compétences, pour lesquelles il ne devrait plus y avoir de questionnement. Mais il y a beaucoup d'enseignants en fonction, et donc comment ceux-là sont formés à ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est la formation continue. Et là, évidemment, la question elle est plus large et plus complexe, évidemment. Alors, une formule magique, je dirais pas qui en a, mais moi, je pense que aujourd'hui, les établissements, ils ont des projets d'établissement. Dans ces projets d'établissement, donc ils doivent définir, en gros, quelles sont leurs valeurs, de quelle manière ils comptent mettre en œuvre un certain nombre de priorités. Clairement, dans ces projets d'établissement, le numérique, s'il y a une ligne. Après, ça peut rester une ligne, comme ça peut prendre une ampleur plus importante. Et donc, je crois qu'il y a de la part des directions, de la part de l'institution, à favoriser déjà un climat qui traite de ces sujets-là. Et la question de est-ce qu'il faut un prof dédicacé à ces thématiques-là ou est-ce que tous doivent être formés, moi je dirais que tous doivent être formés à minima. Alors ça n'empêche qu'il y ait peut-être l'un ou l'autre cours, mais de façon très succincte ou réduite, qui soit transversale pour fixer un certain nombre de bases. Mais je pense que si on laisse ces thématiques-là à un enseignant, en fait, ça va être une matière comme une autre, alors qu'en fait, l'intérêt, il est comment tous les enseignants s'en emparent. Le prof de maths, qu'est-ce qu'il peut faire avec l'IA? Le prof de français, c'est qu'est-ce qu'il peut faire avec, je dis l'IA, mais ça peut être le numérique. Et donc, c'est comment chacun dans son cours exploite les bénéfices que ces outils-là peuvent apporter. Et donc, en faire quelque chose qui soit très local, ça va vouloir dire que, OK, on va au cours d'informatique, on va au cours d'IA. Et puis on sort, et les profs aussi. Et donc on ne responsabilise pas tout le monde. Et donc je dirais que la formule magique, ce serait que tout le monde, dans sa formation, puisse avoir à un moment donné, par rapport à sa spécialité, eh bien quelque chose qui montre comment, de façon pragmatique, en termes de pédagogie, de principes pédagogiques généraux, ils peuvent l'appliquer, et de point de vue de leur matière, tout à fait spécifiquement, qu'est-ce qu'ils peuvent voir comme bénéfice? Aujourd'hui, on sait bien, par exemple, les cours d'informatique, les codeurs, avec les intelligences artificielles, il fait du code tout seul. Et donc,
comment on intègre ça au niveau des écoles d'art? On sait bien qu'aujourd'hui, la question se pose de l'art numérique, mais aussi de comment on exploite ces outils-là pour générer de l'art qui n'est peut-être pas numérique, mais grâce au numérique. Et donc il y a plein de questions qui se posent sur comment nos étudiants aujourd'hui vont dans le monde de demain pouvoir utiliser ces outils d'une façon qui soit éclairée. Et ça, on peut pas le dissocier des matières, on va dire. Il faut que ce soit aussi intégré dans les matières. Donc oui, de nouveau, on va retourner à la formation. Et là, la formule magique, c'est que d'abord, en formation initiale, non. La première chose, c'est le référentiel de compétences pour les enseignants. Pour donner une ligne. Et donc, la formation initiale, puisque tous ceux qui vont commencer vont devoir suivre ce référentiel. Et puis, ceux qui sont en formation continue, en gros, les directeurs d'établissement devraient dire, écoutez, dans mon objectif, il faudrait que dans les 10 ans, tous les enseignants aient au moins eu une formation à l'IA. Et voilà, donc, c'est peut-être pas rapide, mais en tout cas, c'est le seul moyen d'essayer de résorber quelque part, je vais pas dire un retard, mais de se mettre en phase avec l'évolution de la société. Et sans ce référentiel, moi, je pense qu'on n'y arrivera pas. On sera toujours coincé, en fait, parce qu'on ne l'a pas. Avant de passer à la suite de cette interview, on commence tout doucement vers la fin de cette première séquence de discussion. Je voulais quand même vous poser une petite question générale. D'après vous, est-ce que depuis Internet, l'intelligence artificielle est un peu la deuxième grande révolution? Vous en avez vu d'autres, ou est-ce que vous estimez que c'est une vraie fracture, finalement, un vrai tournant dans notre histoire technologique, j'ai envie de dire? Alors, à une époque, j'utilisais le terme de révolution, mais en fait, aujourd'hui, j'utilise le terme d'évolution. Parce que tout ça évolue et tout ça a toujours évolué. Un des exemples qu'on prend généralement aussi, c'est quand l'écriture est apparue. Platon aurait dit que l'écriture allait défavoriser notre mémoire, que nous n'allions plus rien retenir, etc. Donc c'est écrit. Aujourd'hui, on dit la même chose, et on a dit la même chose de l'imprimerie à une époque. Aujourd'hui, on continue à parler, on continue à mémoriser certaines choses, on continue à lire des livres, en parallèle avec l'utilisation d'Internet, en parallèle avec l'utilisation de l'IA. Alors bien sûr, ça bouleverse, parce que ce sont des innovations technologiques qu'il faut intégrer dans nos pratiques. Mais en soi, tout ça se régule et tout ça s'ajuste. Et donc, à un moment donné, on va pas dire que chaque objet ou chaque outil trouve sa place, mais en tout cas, il y a un continuum dans l'évolution comme l'être humain évolue. On vit plus 40 ans comme on vivait 40 ans. Maintenant, on vit jusqu'à 80 ans. Voilà, en termes de soins de santé, tout s'est amélioré aussi. On vit plus longtemps, donc on a d'autres perspectives dans notre vie d'humain. Et ça fait partie de ça, c'est l'évolution de la société, de l'humanité qui est de nouveau reflétée dans ces manières de faire là. Je vais vous poser une petite question un petit peu quasiment philosophique ou en tout cas personnelle. J'aimerais bien qu'on revienne un peu en arrière ensemble. Est-ce que vous pensez que le jeune Bruno qui commençait sa carrière d'enseignant, est-ce que vous pensez qu'il imaginait et qu'il aurait imaginé un jour partager la scène avec une intelligence artificielle? Non, mais ça m'intéressait. C'est-à-dire que je ne l'aurais pas imaginé comme ça existe aujourd'hui. Et je pense que quand on entend même des spécialistes en informatique, certains disent qu'ils n'avaient pas nécessairement vu venir cette évolution à telle échelle. C'est qu'en même temps, ils y travaillaient, mais certains sont même surpris de voir jusqu'où ça va aujourd'hui. Et donc, voilà, forcément, moi, j'aurais pas pu anticiper ça, mais l'idée que on puisse être aidé par des outils. Mais ça, c'est aussi l'histoire de l'humanité. Quand la charrue a été inventée, on faisait plus les travaux des champs à la main. Et donc, forcément, on a aussi, en tant qu'enseignant, cette perspective de se dire comment je pourrais être aidé par quelque chose qui prend en charge des activités qui sont un peu rébarbatives parfois, qui sont un peu répétitives. Voilà, si je peux automatiser certaines choses. Après, il y a aussi des difficultés à tout automatiser, et donc il faut pas aller vers cet extrême-là non plus, et je pense que de toute façon, les extrêmes, quels qu'ils soient, ils sont jamais positifs ni constructifs, donc tout est dans la manière dont on relativise les apports des outils les uns par rapport aux autres, des pratiques les unes par rapport aux autres, et moi je suis aussi, c'est un des messages que je délivre généralement à mes étudiants, dans la complémentarité de tout ça, et donc ne pas perdre de vue que l'enseignement, c'est une relation d'humain à humain. Si on peut être aidé par des outils, tant mieux.
si ça aide à ce que l'apprentissage se fasse plus aisément pour un plus grand nombre, c'est quand même bien ça l'objectif de l'enseignement. Merci. Maintenant, je vais vous demander de réagir à une vidéo qu'on va vous montrer pour vous expliquer et vous mettre un petit peu en contexte. C'est une séquence qui a dérouté de nombreuses personnes. On va vous donner un PC et je vous propose la vidéo dure à peu près 1 minute 30. Donc, n'hésitez pas à mettre pause, à réagir en direct si vous voulez couper ou alors tout écouter et y aller. Pour mettre un peu de contexte, c'est une interview télévisée qui a eu lieu sur RTL il y a quelques semaines avec le fondateur bien connu de Doctissimo, Laurent Alexandre, le fameux chirurgien urologue de formation, et qui a affirmé que l'enseignement supérieur, pour reprendre ces mots, persiste à fonctionner comme si on était en 1960. Je vais vous donner la vidéo et vous laisser réagir parce que c'était un sujet qui nous semblait important. Et on profite de votre présence pour pouvoir en discuter ensemble. Il est français mais habite en Belgique depuis 20 ans et c'est lui qui a notamment fondé le célèbre site internet Doctissimo consacré à la santé. Il est entrepreneur, neurobiologiste, chirurgien urologue. Dans votre dernier livre écrit avec Olivier Babot s'intitule « Ne faites plus d'études ». Pour quelle raison ? Pour 2 raisons. L'université n'a absolument pas intégré la révolution de l'intelligence artificielle dans ses méthodes, et puis elle ne prépare pas nos enfants au monde où l'intelligence artificielle est en train de galoper. Donc aujourd'hui, dans de nombreux cas, faire des études, c'est une perte de temps, parce que l'école supérieure, parce que l'université ne s'est pas du tout adaptée à la révolution technologique en cours. L'enseignement supérieur, l'école vit encore comme si on était en 1960. Alors, peut-être première réaction. D'abord, j'ai beaucoup lu Laurent Alexandre dans ses précédents ouvrages et il joue bien sûr le rôle du provocateur. En soi, je vais dire, il n'a pas tort sur tout, mais la forme est quand même très brutale parfois et je l'ai vu dans certains de ses interviews, vraiment malmener des gens qui ont mal pris la chose et donc je pense que ça ne sert pas le propos d'avoir une attitude de cet ordre-là. Alors, par rapport à son ouvrage, ne faites plus d'études. Bien sûr, de nouveau, c'est très provocateur, donc ça fait un peu le buzz, évidemment. Alors, évidemment qu'on peut se poser la question de ces élèves, de ces étudiants qui se disent « mais moi, tout est disponible sur YouTube, je peux interroger l'intelligence artificielle ». Mais si c'était aussi simple, je veux dire, ça fait longtemps qu'on en serait déjà là. Et donc, en termes statistiques, il faut savoir que les autodidactes, c'est-à-dire les gens qui apprennent par eux-mêmes et qui décident ce qu'ils vont apprendre par eux-mêmes, eh bien, elle est relativement faible. Et donc, on a besoin d'être guidé, on a besoin d'être encadré, on a besoin de discuter de ce dont on apprend. Et si là, on propose aux enfants, aux élèves, d'être avec leur ordinateur et de ne pas aller dans un endroit social dans lequel l'apprentissage va pouvoir se réaliser, ben je crois qu'on perd une grande dimension de ce qu'est l'éducation. Et donc évidemment qu'il y a les contenus en tant que tels et que pour les contenus, on sait bien qu'on peut tous les trouver où on veut. Mais qui va les organiser, qui va les réfléchir, qui va les critiquer, qui va les mettre en perspective, qui va les réfléchir de façon transversale par rapport à ça. Alors, Laurent Alexandre, il a, je sais plus, enfin bref, il a des grands enfants. Mais de nouveau, on parle de quelqu'un qui est entrepreneur, qui est médecin, qui écrit des bouquins sur le sujet. Mais évidemment que ces enfants, ils ont peut-être pas besoin comme des enfants qui sont dans un quartier défavorisé et dont les parents viennent d'arriver d'un pays. Enfin voilà. Évidemment que ces enfants-là, ils ont encore plus besoin de l'école et que si on les prive de cette formation, eh bien, on va les priver. Enfin, on va accentuer cette fracture numérique, enfin cette fracture sociale et cette fracture numérique. Et donc voilà, quelque part, on peut comprendre le fond du problème qui est de dire aujourd'hui l'information est disponible partout et tout le monde pourrait y accéder, mais c'est pas pour autant que tout le monde y accède et se l'approprie parce que on peut aussi constater que un grand nombre d'étudiants, d'élèves qui s'approprient par eux-mêmes c'est un certain nombre de contenus. Bien sûr, ils en ont une certaine connaissance et parfois ils maîtrisent mieux que nous certaines choses. Mais parfois aussi c'est très superficiel. Parce qu'on sait bien que écouter quelque chose une fois n'a absolument... Il n'y a pas d'ancrage dans la mémoire que l'exercice permet de réaliser. Et si l'enseignant ne propose pas des exercices pour que ce qui a été vu soit approprié, soit intégré, est-ce qu'il va le faire tout seul ? Il a entendu. Voilà. L'étudiante aura
vu cette information, entendu cette information, mais est-ce que pour autant il va la retenir et se l'approprier? Et donc il y a des vraies activités pédagogiques de nouveau à faire pour s'approprier les choses. Je continue. Je vous en prie. Comme pour Google, il faut quand même se méfier. Il faut vérifier les sources. Bien sûr qu'il faut vérifier les sources, mais franchement, des erreurs de ChatGPT, j'en rencontre très rarement. Il ne s'agit pas que ChatGPT remplace les efforts pour la jeune génération. Il faut faire mieux avec ChatGPT que sans ChatGPT. Et ça, vous estimez qu'on n'apprend pas suffisamment ça à l'école? C'est clair. En parallèle de la révolution de l'intelligence artificielle et de ChatGPT, nous avons la révolution des robots intelligents. C'est pour ça que l'école est à la ramasse. Elle n'intègre ni la révolution de l'intelligence artificielle qui va bousculer l'école blanc, ni la révolution des robots qui va complètement bouleverser le destin professionnel d'école bleue. Il faut beaucoup s'aider de l'intelligence artificielle. Personnellement, mon principal professeur, mon principal formateur, c'est ChatGPT. Ok. Alors par rapport aux erreurs, donc bien sûr, je pense que beaucoup de gens sont bien au courant. Les grands systèmes de langage, ce sont des statistiques. Et dans les statistiques, il y a toujours une marge d'erreur. Et donc, jusqu'à présent, il n'y a pas 0% d'erreur. Donc, il y a toujours, quelque part, un risque d'erreur. Et donc, dire que il y a de moins en moins d'erreurs, alors évidemment que les techniques évoluent et que les systèmes vont approcher quelque chose qui est de l'ordre de 100%. Mais on n'y est pas. Et je pense qu'on n'y sera peut-être jamais, parce qu'il reste ces biais qui d'abord sont que l'intelligence artificielle elle-même se nourrit de textes qui sont eux-mêmes faux. Et donc ils vont... Et biaisés aussi. Et voilà. Et donc forcément qu'il va aller chercher de l'information qui n'est pas de l'information dans laquelle la vérité ultime existe. Et donc grande prudence par rapport à ça, et je ne dirais pas aux étudiants que ChatGPT ou un autre chatbot ne commet plus d'erreurs. Non, aujourd'hui, je pense qu'ils commettent encore des erreurs, et c'est normal du point de vue de la structure du système qui fait que c'est comme ça. Après, je pense que concernant l'école et la petite pique dans le dos, qui est de dire est-ce que l'école prépare bien nos élèves au monde de demain? Ben voilà, c'est un élément qui peut aller dans ce sens-là, et que, bien sûr, par rapport aussi bien des métiers plus techniques que des métiers plus intellectuels, il faut se poser la question de comment la société aujourd'hui, comment les entreprises aujourd'hui font évoluer les métiers, et comment est-ce qu'on prépare ces jeunes à ces métiers. Et on peut pas être déconnecté complètement de cela, et donc voilà. Donc, bien sûr, il attire l'attention et la forme beaucoup. Hein. Mais la forme, enfin voilà, moi je la trouve un peu trop agressive pour vraiment porter ses fruits. Peut-être que certains sont sensibles à ça, mais voilà, je pense qu'il faut être un peu plus mesuré. Après, c'est bien d'avoir quelqu'un qui aille dans ce sens-là, et puis il y en a d'autres qui vont dans l'autre sens, et en fait, en moyenne, c'est plus équilibré, quoi. Et pour finir cette première partie discussion, interview, professeur, vous êtes professeur, vous êtes chercheur. D'après vous, c'est un peu la question des Voix de l'IA de ce podcast, la question finale. Quelles sont les limites que l'intelligence artificielle ne devrait jamais franchir? En tous les cas, je pense que la grande prudence qu'il faut avoir avec l'intelligence artificielle, c'est celle de lui confier tout ce qui touche à notre sensibilité humaine, à notre santé, des éléments en fait qui ne sont pas aujourd'hui compréhensibles par ces outils, qui présentent, qui donnent la forme d'une sorte d'assurance, parce que les phrases sont bien dites, parce qu'il y a des formes d'affirmation de ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Et en fait, il faut savoir que l'intelligence artificielle, elle peut comprendre nos mots, elle peut comprendre nos écrits, mais elle ne peut pas comprendre les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Ça veut dire qu'elle ne comprend pas le contexte. Et que quand nous disons quelque chose à l'intelligence artificielle sur notre bien-être ou notre mal-être, comment peut-elle le comprendre réellement, parce que elle n'a pas accès à tous ces éléments qui font partie de notre être et qui sont inaccessibles pour elle. Et donc je pense qu'il y a vraiment des grands dangers de se référer uniquement à l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes de cet ordre-là. Et donc en termes déontologiques, je pense qu'il faut être au clair sur le fait que l'humain est irremplaçable dans toute une série de situations qui touchent à des contextes qui sont liés à notre vie psychologique, à notre bien-être psychologique, notre bien-être en termes de santé, notre bien-être dans la société.
Et bien sûr, on peut avoir des pistes, mais croire que ce sont des solutions. Alors ce que je dis là, c'est un peu extrême par rapport à ces points-là, mais c'est vrai aussi par rapport à ce qu'est l'enseignement. Ça veut dire que tout ce que l'intelligence artificielle peut nous révéler, ce n'est jamais que quelque chose qu'elle pressent de ce qu'on a écrit et de ce qu'elle a pu lire autre part. Mais est-ce que dans notre contexte, ça s'y prête? Est-ce qu'il faut pas réinterroger tout ça? Bien sûr qu'il faut le faire. Et donc, plus que jamais, il faut développer notre esprit critique et notre responsabilité de ce que nous faisons des productions de l'intelligence artificielle. On peut l'utiliser, mais si à un moment donné, on l'utilise mal, nous, c'est notre responsabilité et on peut pas s'en départir, en fait. Il faut qu'on assume cette responsabilité, donc qu'on en soit conscient et que donc on soit très critique sur ce que l'on va fournir, produire, donner comme conseils qui sont basés sur ces outils-là. Merci professeur. Avant de passer à la suite, si vous nous écoutez en podcast audio, n'hésitez pas à venir sur la chaîne YouTube La Podcasterie, les voix de l'IA, pour venir voir la séquence suivante qui est un peu plus visuelle, où on va parler de photos, on va montrer également des vidéos. Si vous nous regardez ici en ce moment même sur YouTube, n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify et les autres plateformes de podcast audio, La Podcasterie, les voix de l'IA, sur Facebook, Instagram, LinkedIn aussi, pour suivre et partager l'aventure. Professeur, je vous propose de passer à la séquence suivante qui s'appelle IA ou pas IA. Tout est quasiment dans le titre, vous l'avez compris, parce qu'on estime que même les experts peuvent se tromper. On l'a vu dans les podcasts précédents et sans doute dans les futurs aussi. On a décidé de vous mettre au défi. On va vous montrer du contenu. Aujourd'hui, on a des photos et on a des vidéos. Et notre question principale, ça va être de vous demander, est-ce que d'après vous, c'est de l'IA ou ça n'est pas de l'IA? On va vous montrer sur cet écran des photos ou des vidéos. Et on vous écoute. Première photo, est-ce que d'après vous, c'est de l'IA ou pas? Ah oui, non, mais je voyais pas très bien en fait. Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous ferait dire que c'est de l'IA? La posture plutôt humaine de l'animal qui a l'air de regarder dans l'objectif me paraît pas très naturelle en fait. Voilà, pour le reste... A priori, oui, j'aurais plutôt dit pas IA, mais là, avec ça, je pense IA. Vous avez bien senti sur le reste, puisque ça n'est pas de l'IA, c'est un cliché authentique qui a été photographié par Joseph Payrow en 1909 à Wakefield, au Massachusetts. Et c'est évidemment fait exprès. On a pris du petit contenu pour essayer d'aller vous induire en erreur, évidemment. Mais donc, ça n'était pas de l'IA. Séquence suivante, on est sur une petite vidéo, cette fois-ci. Est-ce que d'après vous, c'est de l'intelligence artificielle ou pas? Je dirais non, je dirais pas IA. Pour moi, c'est un dessin animé comme on peut en voir. Voilà, comme j'en ai déjà vu, et ça ressemble à ça. Après, on peut sans doute générer ça avec de l'IA, mais pour moi, ça ressemble à quelque chose qui pourrait ne pas être fait avec de l'IA. Je dirais pas IA parce que je pense que ça ressemble à pas d'IA. Ça ressemble en effet, mais c'est bien l'intelligence artificielle et c'est un peu dingue, et l'histoire est dingue, parce que c'est un vrai père passionné par la technologie et sa fille de 9 ans qui ont créé ce court-métrage, ce qui m'a choqué, en un seul week-end, en utilisant différentes technologies. Pour les citer, on a Midjourney, Niji, Lumaray 2, MM audio et Suno aussi pour l'audio et pour les musiques. Et donc j'ai trouvé ça vachement impressionnant quand j'étais tombé dessus et je l'avais gardé. Donc c'est notamment une vidéo qui a été publiée sur X par le compte Tom Likes Robots. Photo suivante, est-ce que d'après vous, cette carte Pokémon, on entend beaucoup parler en ce moment avec l'explosion de Pokémon, est-ce que cette carte d'après vous est de l'intelligence artificielle ou non? Je dirais oui, parce que derrière il y a un mix avec le cri de Munch, voilà, et donc oui. Vous avez bien repéré la référence, et c'est même plus qu'une référence, parce que c'est une vraie carte, mais par contre, vous aviez tout à fait raison. C'était pour célébrer le 155e anniversaire d'Edvard Munch, le fameux, célèbre avec le fameux tableau du cri. Et donc, on a 5 ou 6 Pokémon, je crois, qui avaient été représentés dans la carte. Donc, ça n'était pas de l'IA, mais vous aviez la référence. C'est déjà pas mal. Et donc, qui était d'ailleurs en ce moment vachement recherché. Pour donner une petite référence, certaines de ces cartes sont vendues actuellement plus de 5 000 €
euros sur le marché de l'achat et de la revente. Dernière vidéo pour cette IA ou pas IA, une petite vidéo qui a été partagée sur TikTok. Est-ce que d'après vous, c'est de l'intelligence artificielle ou non? On a fait exprès de vous sortir du contenu qui n'était pas simple. Je dirais oui, c'est de l'IA, ça me semble... Oui, ça peut ressembler à un prompt qu'on pourrait donner pour faire une vidéo avec de l'IA. Après, si certains veulent le dessiner, c'est très bien aussi. Oui, je dirais oui, IA. Eh bien, c'est de l'IA. Allez, bien joué, j'en puisque ai ça un. imite un style stop motion. Et il faut savoir qu'actuellement, au moment où on est en train de tourner en tout cas, c'est une vraie tendance sur TikTok et sur les réseaux sociaux de refaire un peu du stop motion à l'ancienne, avec du sound design. On revient, comme vous le disiez tout à l'heure, des boucles. Hein. On est dans des boucles et technologiques et de tendance. Et donc, on revient sur du stop motion. Et donc, tout ça est bien fait par l'intelligence artificielle. Merci de vous être prêté au jeu de l'IA ou pas IA. Séquence suivante, la question de l'IA. La question de l'IA, c'est très simple, on lui a donné un petit peu votre contexte, on a présenté à ChatGPT, pour ne pas le citer, qui vous êtes en quelques mots, et on lui a demandé surtout de vous poser une question à laquelle on vous invite à répondre. Quelles compétences numériques les futurs enseignants devraient-ils absolument maîtriser pour tirer parti de l'IA dans leur pédagogie? Quelles compétences numériques devraient-ils... Alors c'est compliqué de répondre à cette question-là, parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut savoir que les compétences numériques... En termes de référentiel, elles sont divisées en 6 catégories et avec un certain nombre de nuances par rapport à chacune. Donc, il y a les compétences qu'ils doivent avoir au niveau professionnel, il y a des compétences pour l'évaluation, des compétences pour l'apprentissage, des compétences pour l'inclusion. Donc, en mettre une en évidence par rapport à toutes les... Je ne les ai pas toutes citées. En mettre une en évidence, ça me paraît compliqué. Par contre, qu'ils puissent se référer à quelque chose qui leur permette de savoir quelles compétences ils ont déjà par rapport à celles qu'ils devraient encore développer, ça me paraît très intéressant. Et aujourd'hui, il existe des outils comme Pix, je me permets de le citer, qui est un outil français qui a été mis à disposition par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui permet de s'auto-diagnostiquer par rapport à ses compétences numériques. Et donc, c'est sûrement intéressant, là, d'aller identifier celles pour lesquelles on est peut-être moins habile aujourd'hui en tant que citoyen, c'est pas encore nécessairement pour l'enseignement, en tout cas pas bien sûr, comme citoyen, l'enseignant est un citoyen, donc forcément, il va s'y retrouver. Je dirais essentiellement, c'est développer cet esprit critique et cette compréhension de ce qu'est le numérique et l'IA aujourd'hui. Je dirais que c'est ça, mais bon, c'est en isoler une pour en isoler une. Après, je pense qu'elles sont toutes là et qu'il faut accorder de l'attention à chacune, justement. Et pas trop se focaliser sur les compétences uniquement technologique en tant que tel. Parce que bien souvent, quand on parle d'IA ou de numérique, ce qui arrive, c'est « Ah oui, mais toi, tu es spécialiste du numérique, donc tu vas me résoudre mon problème d'imprimante. » Et en fait... C'est technique, quoi. C'est le côté technique, technologique. Et donc, en fait, on est censé être plus technicien ou plus technologique que quelqu'un d'autre. Alors, on l'est peut-être un petit peu, mais en fait, il y a plein d'autres dimensions, comme le développement de l'esprit critique, comme la qualité de collaboration avec ces outils-là, comme le développement de réflexion autour de la sobriété numérique, par exemple. Et ça, c'est des vraies questions de société, mais pour lesquelles on peut être aussi spécialiste du point de vue du numérique en tant que tel. Et donc, le numérique, c'est beaucoup de choses, et il faut pas... Parce que souvent, on isole cette compétence de « mais je ne veux pas devenir quelqu'un qui fasse de la programmation ». C'est une des compétences parmi les X qui existent. Donc, je crois que l'isoler, c'est un tort, et isoler une autre, ce serait un tort aussi. On va laisser maintenant la parole à un jeune, Lorenzo, qui avait une petite question pour vous. On a expliqué qui était l'invité du jour, et on lui a demandé de vous poser une petite question. Bienvenue, Lorenzo. Bonjour, monsieur. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que l'IA va remplacer le métier de professeur dans l'éducation? Alors, merci de la question. Et la réponse, elle va être non. Et donc, je crois que les enseignants ne doivent pas s'inquiéter de cela, parce que justement, leur rôle, ça va être d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur pratique et d'être, comme on l'a évoqué tout à l'heure, beaucoup plus, eux, présents pour donner des explications aux élèves de ce que l'IA n'est pas capable de faire, pour entretenir cette relation humaine, pour continuer à motiver les élèves par rapport à l'apprentissage. Et ça, l'IA, elle est pas capable de faire ce genre de choses-là. Elle peut traiter des problèmes de contenu très
complexe et basique. Enfin, je veux dire, le degré de complexité, il peut être très varié, mais tout ce qui touche au lien d'enseignement et d'apprentissage que l'enseignant doit construire avec ses élèves et on sait que la motivation, c'est une base essentielle à l'apprentissage. Et donc, qui est là pour motiver? Qui est là pour renforcer? Qui est là pour expliquer mieux que ce qu'une machine peut faire? Et donc, l'enseignant, il a tout son rôle là. Et au contraire, je pense que aujourd'hui, en fait, avec l'intelligence artificielle, on peut se décharger de thématiques qui sont très standardisées ou standardisables pour développer toutes celles qui sont très humaines et très spécifiques à ce que l'humain peut apporter. Et donc, l'humain va continuer à coexister, peut-être encore plus qu'avant, puisque l'humain pourra être déchargé de toute une série de dimensions qui, elles, seront prises en charge par la technologie et donc l'IA. Donc finalement, c'est vrai, aparté, mais donc finalement, quand je vous entends, c'est vrai que j'ouvre une espèce de case là dans ma tête à laquelle j'avais jamais pensé, de me dire demain, justement, quand je disais tout à l'heure les problèmes de l'enseignement, du manque de temps des professeurs pour pouvoir tout faire, et la matière, et le programme, et l'humain, finalement, l'IA pourrait être en fait un super outil pour décharger une partie de ce travail-là et se concentrer sur la valeur ajoutée humaine réelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose à laquelle j'avais pas vraiment pensé cet angle de vue-là. Dans tous les métiers, c'est bien ça qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire que l'humain va peut-être trouver plus de place qu'il n'en avait hier. Je vais juste prendre un exemple par rapport à la musique. Aujourd'hui, vous pouvez acheter ou même pas, enfin vous louez un abonnement sur Spotify, sur Apple Music, ou vous achetez un album. Mais ce qui a vraiment de la valeur, c'est d'aller au concert, c'est de voir l'artiste en vrai. Et donc le concert a pris plus de valeur qu'avant, et d'ailleurs ça coûte beaucoup plus cher d'aller au concert qu'avant, parce qu'on a retrouvé cette valeur du contact avec les vrais artistes, enfin avec les artistes quand ils se produisent en réalité. Et en voir des vidéos, mais on peut en voir plein, mais en vrai ça coûte pas cher, elles sont là. Et donc ce qui coûte plus cher, ce pour qu'on est prêt à payer, c'est pour les voir en réalité. Professeur, je vous propose de passer à la dernière séquence du jour de ce chouette moment. Encore merci pour tout le partage aussi qu'on vit ensemble aujourd'hui. Avec cette séquence du tac au tac. Le tac au tac, c'est la séquence des voix de l'IA. Et c'est très simple. Je vais vous donner une dizaine de choix à sens unique. Je vais vous donner un choix. Vous devrez me répondre en un mot. Je vous donne 2 jokers. Un joker pour me donner une explication, si vous voulez le faire, et un joker pour ne pas répondre, si vous désirez ne pas répondre. Vous en avez que 2, utilisez-les consciencieusement. Et donc, je crois qu'on a 15 ou 16 questions aujourd'hui pour vous. Vous êtes prêts pour le tac au tac ? Je suis prêt. Super, c'est parti. Papier et marqueur ou tableau interactif ? Papier et marqueur. Une école en présentiel ou une école hybride ? Présentiel. Apprendre à coder ou apprendre à utiliser l'intelligence artificielle ? Utiliser l'IA. La responsabilité constructeur ou utilisateur ? Constructeur. Tuteur humain ou tuteur virtuel ? Humain. Smartphone en classe demain, un vrai outil ou une distraction ? Vrai outil. Utilisation de l'IA à l'école, liberté pédagogique totale ou régulation forte ? Liberté pédagogique totale. Présence du numérique ou déconnexion totale ? Présence du numérique. Université ouverte à tous ou admission sélective ? Ouverte à tous. Algorithme transparent ou algorithme super performant ? Transparent. Données anonymisées ou transparence totale ? Transparence. Pour ou contre l'anonymat sur Internet ? Contre. L'école de demain, 100% numérique ou 100% humaine ? 100% humaine. Sobriété numérique ou croissance technologique ? Sobriété numérique. Avant-dernière question, IA dans toutes les classes ou IA seulement quand c'est vraiment utile ? Quand c'est vraiment utile. Et enfin la question bonus pour clôturer ce chouette moment ensemble, professeur, un monde avec ou sans intelligence artificielle ? Avec. Merci en tout cas pour ces chouettes moments. Je vais vous laisser avant de faire la conclusion, peut-être un dernier mot pour les gens qui nous auront suivis aujourd'hui, auront écouté cette interview, nous auront regardé. Je vous laisse peut-être le mot de la fin avant de clôturer. Oui, merci beaucoup d'abord de l'invitation et puis de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un message fondamental qui est celui de « il ne faut pas avoir peur, il faut s'approprier ». Parce que l'intelligence artificielle, comme tous les outils, en fait, il faut les utiliser pour grandir l'humain. C'est-à-dire que c'est pas
l'IA qui va nous dépasser ou qui va prendre notre place. C'est nous qui montons sur ses épaules pour qu'elle puisse nous grandir et nous permettre d'être sans doute plus humains avec une aide technologique qui va nous aider à réaliser toute une série de tâches. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut s'approprier les choses, s'approprier ces technologies et puis se dire comment on peut les utiliser au mieux pour qu'elles nous aident à être pleinement humains et pleinement citoyens. Merci encore, professeur Delièvre. Merci à vous tous et toutes de nous avoir écoutés aujourd'hui sur la chaîne YouTube ou en podcast de la podcasterie avec ce nouveau podcast des Voix de l'IA. Merci surtout à Diversiclick de nous permettre d'être aujourd'hui ici pour pouvoir diffuser, tourner ce contenu. N'hésitez pas à aller voir leurs réseaux sociaux et tout leur contenu aussi formatif un petit peu partout en Belgique et Diversiclick sur leur site web et leurs réseaux sociaux. Merci aussi à l'équipe technique qui se trouve derrière les caméras pour votre aide et pour le tournage. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast des Voix de l'IA. Salut tout le monde.